Alors tout de suite, je vous pose la question et tout de suite, eh bien, je vais vous demander d'y répondre en disant j'y crois pas, en appelant le 36 65 50 55 ou en tapant sur votre Minitel 36 15 code TF1. Et puis bon, maintenant, je vous rappelle pas le principe. À la fin du débat, je vous reposerai la même question. Et ainsi, eh bien, on verra lequel des deux camps, entre les j'y crois et les j'y crois pas, vous aura le plus convaincu. Alors, on n'a plus qu'à retrouver nos invités. Nous avons parmi nous, eh bien, bonsoir, madame la princesse Ira de Fürstenberg, Jean-Eder Nallier, Gérard de Villiers, la vicomtesse Pierre-Guillaume d'Herbès, Hervé Di Rosa, Guy Konopnicki, David Assouline. Enfin, il y en a aussi bien d'autres, mais bon, je voudrais pas jouer avec ces personnes, donc je vous les présenterai au cours du débat. Et puis, d'emblée, eh bien, on est allé dans la rue poser une autre question, à mon avis, tout aussi fondamentale. Écoutez bien, et surtout écoutez bien les réponses sur le trottoir. À tout de suite. Est-ce que vous pensez que les aristos sont des gens différents? Oui, ils sont forcément différents puisqu'ils s'appellent des aristos. Différents dans leur mentalité, ouais, je pense. Ouais. Quelle question? Non, pas du tout. Ils sont coupés du monde actuel. On ne les voit pas tellement dans la rue. Ils se la jouent un peu, je pense. On les reconnaît peut-être à leur habillement. À la manière qu'ils ont de vivre, de dresser les tables. Qu'est-ce qu'ils ont de différent? Ils vivent encore à l'époque où ils avaient tout leur pouvoir, tous leurs privilèges. Tout est organisé, tout est structuré pour lui. Il se prend pas la tête. Ils sont avantagés, je veux dire, ils sont privilégiés. Ce sont des gens qui ont une conscience très élevée de leur situation sociale, je pense. Ils sont peut-être un peu plus polis, non? Évidemment, puisqu'ils ont un quotient intellectuel bien plus élevé. Vous pensez que les aristos peuvent être des gens supérieurs? S'ils ont été bien éduqués, ils devraient l'être, oui. Alors, Ira de Fürstenberg, on voit effectivement qu'on a l'air un peu de vous considérer tous comme des bêtes curieuses. Moi, j'aimerais ma première question. Est-ce que vous avez l'impression, vous êtes vraiment, je crois que c'est la peine de vous présenter, vous êtes issu de la grande aristocratie autrichienne par votre mère. Vous êtes une Agnelli ça représente l'Empire Fiat en Italie, une très très grande famille. Est-ce que vous avez vraiment l'impression de fasciner les foules et d'être perçu comme quelqu'un de différent? Non, franchement pas. Je ne pense pas que les gens soient tellement excités par le fait que tu es princesse. Hein, on entend, là, on voit les réactions. Je ne suis pas sûre qu'ils ont tous raison. De temps en temps, ils disent des choses justes, des choses en temps pas tout à fait justes. Hein. Mais vous avez quand même une éducation extrêmement protégée. J'ai lu votre livre, Princesse et rebelle. On en reparlera tout à l'heure de la rébellion. Vous avez donc une éducation extrêmement protégée, en même temps extrêmement marginale. Est-ce qu'à un moment, quand même, vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas une petite fille comme les autres? Ah oui, tout à fait. Mais ça, je me suis rendu compte beaucoup plus tard, quand j'ai commencé à travailler et faire des choses par moi-même. Parce que je me suis mariée à 15 ans, je me suis remariée à 20 ans, j'étais toujours très protégée par deux maris, c'était pas que la famille. Et après, quand j'ai voulu moi-même être quelque chose d'autre, donc ma propre identité, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais très différente. Alors, Jean-Eder Nallier, vous non plus, on ne vous présente plus. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une supériorité intellectuelle? L'aristocratie n'existant plus, l'étrange privilège qui reste le sien, c'est de mesurer, si je puis dire, la hiérarchie des illusions. Plus concrètement, expliquez-moi. Plus concrètement, je vais vous le dire. L'aristocratie, c'est la propriété mystique du sperme. La propriété mystique du sperme, d'accord. Voilà. Alors, allez un petit peu plus loin dans votre raisonnement, parce que j'ai peur que certains téléspectateurs ne perçoivent pas vraiment si vous voulez, tout grand, tout vrai aristocrate doit pratiquer la trahison de classe. Et c'est Salvatore Dali qui, en mai 68, était accueilli par les étudiants de Nanterre, révolutionnaires, pro-ouvriers, etc. Et Dali disant « Je pratique la trahison de classe, j'étais un bourgeois, maintenant je suis un aristocrate. » Et je considère que tous les artistes véritables sont des aristos. Ben écoutez, justement, nous avons des artistes parmi nous ce soir, donc vous pourrez converser avec eux. J'aimerais passer maintenant la parole. Alors, vous avez près de vous le comte Emmanuel de Brandt. Alors, vous êtes un jeune homme, vous avez une trentaine d'années, et vous m'avez dit que vous étiez, c'est vos mots, le botta mondain ambulant. Moi, j'aimerais savoir, entre aristos d'une trentaine d'années, quel est le sport préféré? Qu'est-ce qu'on fait? Ce qui est vrai, c'est que les aristocrates sont une grande famille, une très grande famille, je dirais même, une famille qui s'étend sur toute l'Europe. Et c'est vrai qu'un sport qu'on pratique très fréquemment, c'est de savoir qui est cousin avec qui. Et alors, il y a une Bible pour ça, c'est le bottin mondain que j'ai ici, et qui est un peu comme quand on joue au Scrabble, on feuillette pour savoir si un mot est autorisé ou un mot n'est pas autorisé. Là, c'est le jeu de famille. Alors, on vérifie qui est cousin avec qui. Bon. Ça, c'est le sport favori des aristos. Il est un peu lourd, votre bottin, pour se trimballer partout.
bottin. Non, je travaille pas pour le bottin, mais on m'a demandé de la porter, donc je la portais. Et c'est vrai qu'on vérifie tout le temps, tiens, une telle, et peut-être cousine avec, etc. Et c'est rassurant, je veux dire, de savoir, quand vous allez quelque part, c'est rassurant de savoir qu'un tel est peut-être votre cousine. Ou est-ce que ça vous arrive d'aller... Comment vous faites quand vous allez dans une soirée et qu'il n'y a pas un seul aristo parce qu'à ce moment-là, il n'y a personne dans le bottin. Ah, mais quand je sors ça le vous soir, arrive ça m'arrive tout le temps. Je sors le soir dans plein d'établissements de nuit et il n'y en a pas des masses qui sortent comme nous. Il y a aussi des clubs, je crois. Vous appartenez à certains clubs, oui. Par exemple le Jockey Club. Oui. Quelle est la particularité du Jockey Club? Le Jockey Club est réservé uniquement aux membres de l'aristocratie et on se retrouve. Ah, les gens ne sont pas d'accord. Ouais, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on fait au Jockey Club? On se marre à 30 ans au Jockey Club? Parce que je crois que vous y allez souvent. Qu'est-ce qu'on fait? On joue pas, j'imagine qu'on joue pas au Scrabble? Ben non, mais on joue aux cartes, on se retrouve à déjéner, on fait des plans. C'est comme aller à l'automobile club quand on est amateur de voitures. Là, à l'origine, le jockey était fait pour les amateurs de chevaux et encouragement de la race chevaline. Bon, maintenant, c'est un peu déformé, ça a viré vers un club de messieurs. Les femmes sont admises ou pas quand même? Les femmes sont admises quand elles sont femmes de membres. Ah, elles peuvent rentrer et participer aux activités. Vous m'aviez dit qu'elles n'étaient pas admises. Autrefois, elles n'étaient pas admises. Non, mais elles sont admises ou elles ne sont pas admises? Monsieur de Saint-Simon. Elles sont admises, oui. Comme invitées, mais elles sont tolérées. Elles sont tolérées. Elles sont tolérées, d'accord. C'est comme les chiens dans certains établissements. Normal, ok. Alors. Ah, écoutez, si on commence à parler de tolérance dans ce débat, quand même. Alors, Prince Hénin de Brie, bonsoir, vous êtes juste en face de moi. Alors, vous êtes un personnage tout à fait atypique, parce qu'à la fois, vous êtes héritier d'une famille noble d'Alsace, m'avez-vous dit, et puis vous animez avec Super Nana une émission sur Skyrock. Alors, moi, j'aimerais bien savoir, les jeunes qui vous appellent, comment ils s'intéressent à vos problèmes d'élite? Expliquez-nous un petit peu pourquoi vous faites de la radio. Parce que je trouvais que l'occasion était trop belle de pouvoir profiter d'une émission qui s'adresse effectivement au grand public et à un public de jeunes d'ailleurs, de parler un peu d'autre chose que ce dont ils entendent communément, c'est-à-dire uniquement des problèmes de sexe, de pipi, de caca ou de musique moderne. Chose que je respecte tout à fait, je crois qu'il en faut, ça répond à un besoin. Si en plus on peut distiller... C'est un besoin immémorial, hein, il a toujours existé, on ne saurait le nier. Si en plus on peut distiller d'autres choses et que ça peut, même par un langage décalé, déboucher sur une certaine réconciliation avec son passé, avec une culture commune, je trouve que c'est assez amusant, que c'est une expérience qui vaut le coup d'être vécue. Oui, parce qu'il faut savoir quand même que votre émission, je crois que vous peut-être, je ne sais pas si je ne vais pas vous écorcher la bouche, mais je crois que le jingle de votre émission, c'est l'émission qui jusqu'au fond des oreilles, quoi. C'est quand même très très violent l'émission de Super Nana. Il y a de très nombreux jingles et celui-ci appartient à la période où Super Nana était encore toute seule. Ah, depuis que vous êtes arrivé, vous avez fait un petit peu de nettoyage alors? J'ai fait un petit peu le ménage. Mais ce sont les écuries d'Augias et il reste encore beaucoup de choses à nettoyer. Ah bon, bah dites donc, mais que va devenir Skyrock? Que va devenir Skyrock? Alors, derrière vous, je vois qu'il y a un monsieur qui va absolument prendre la parole depuis tout à l'heure, il me fait signe. Alors, attendez, je crois que vous êtes le comte Charles de la Croix de Castres. Monsieur de Castres, ça suffira. D'accord, nous allons je voulais faire quelques remarques au sujet de monsieur de Brandt, là, qui arrive avec son bottin mondain. Je crois que le bottin mondain n'est pas une Bible. Et à propos du Jockey Club qui ne reçoit que l'aristocratie, je peux prouver tout de suite que les gens qui sont d'ascendance noble, puisque la noblesse, comme vous l'avez fait remarquer, n'existe plus, sont aujourd'hui reçus au Jockey Club. La preuve, vous, monsieur. Puisque je crois que la famille sauvage de Brandt n'est pas d'ascendance noble. Pour revenir... En tout cas, vous avez devant vous un prince Les chiens à bois et la caravane passe. Ça, c'est le vieux problème. Je n'ai pas répondu. Monsieur de la Tour Fondue, c'est ça. C'est les chiens à bois et la caravane passe. À propos j'ai eu une grande joie ce soir, j'ai appris que les princes de Hénin existaient toujours. Parce que je crois que la famille Hénin d'Alsace s'est éteinte depuis un certain temps. Nous avons donc une génération spontanée que je vous demande d'applaudir ce soir. Parce que c'est absolument extraordinaire de voir un prince qui a ressurgi d'un cimetière quelconque. Alors monsieur, je crois que vous êtes prince comme moi je suis danseuse nue au Lido. Je crois qu'on ne voudrait pas le voir au Lido, lui. Pour vous, alors, le rôle des aristocrates pour vous,
synthétique. Dites-nous. On parlait du Jockey Club. Alors, comme j'ai un peu fréquenté les champs de course, c'est vrai qu'à l'encouragement de la race chevaline, ils arrivent presque à être utiles. Et je dois dire quand même que quiconque a fréquenté un peu les courses sait que les demi-sang sont des chevaux beaucoup plus sympathiques et beaucoup plus intelligents que les pur sang. Bon, écoute, alors on va envoyer la pub parce que c'est le moment. On va se retrouver tout de suite. On va retrouver Lady Di, Caroline, Stéphanie. On va faire le point sur la grande aristocratie parce que, bon, d'aucuns prétendent qu'elle s'en va, elle fiche le camp. Donc on va voir ça. On se retrouve tout de suite. Retour à J'y crois pas. Donc ce soir, notre débat, ce sont les nobles, les aristocrates. On verra quelle est exactement la différence. Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer dans notre société? Tout de suite, on va regarder le résultat du sondage, puisque tout à l'heure, on vous a posé la question. Donc il y aurait alors, sur le vote, il s'agit d'un vote, je le précise bien, du côté des J'y crois, c'est-à-dire de ceux qui pensent que l'aristocratie sert à quelque chose aujourd'hui. J'attends qu'on me donne les chiffres parce que je ne suis pas médium. Voilà, j'ai pas vu les chiffres. L'utile est haïssable. Ah, il y a une petite panne, mais je pense que j'aurais bien à meubler ça. Si ça sert à rien, c'est tant mieux, enfin, je veux dire. Si ça sert à rien, c'est tant mieux. Alors, vous n'êtes pas mis du bon côté. Alors, 54%. Dans les réunions du Jockey Club, il n'y a pas de publicité pour interrompre les émissions. Ça, c'est vrai, mais on n'est pas au Jockey Club ici. Alors, il faut bien qu'on s'autofinance. Bon, alors, donc, 54% des personnes interrogées pensent effectivement que l'aristocratie, la noblesse ont un rôle à jouer. Alors, on va voir au fil de l'émission si tout ça va bouger. J'aimerais me tourner vers monsieur le vicomte François-René de Bail, baron de Hermance, 29e comte de Chapteuil. Et vous êtes actuellement employé à la RATP. Arrêtez, on va encore dire que c'est faux. Donc, vous êtes également, comme vous nous avez expliqué, vous êtes très très titré. En même temps, vous êtes employé à la RATP. J'ai cet honneur. Strasbourg-Saint-Denis, voilà. J'ai cet honneur aussi. Alors, votre famille possédait le tiers du département de l'Ardèche. Environ. Non, plutôt la Haute-Loire, disons. Oh, pardon, excusez-moi, de la Haute-Loire. Jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes. Après, vous avez dû vous exiler en Allemagne. Bref, vous êtes revenu en France. Vous n'aviez plus le sou. Est-ce que c'est difficile, très difficile à vivre, d'être très titré et de ne pas avoir du tout d'argent? Il y a une chose à ne pas oublier, si les nobles n'ont plus de droits, il leur reste des devoirs. Et quels sont vos devoirs? La politesse, la courtoisie, la culture, le désintéressement, le courage, et pour ceux qui ont la chance d'en avoir un comme moi, le dévouement à leur prince. Le dévouement à leur prince. Comment se comportent, j'aimerais savoir, comment se comportent vos collègues de travail lorsque, parce que bon, vous vous présentez comme monsieur le vicomte. Puisque j'ai cet honneur. Alors comment se comportent vos camarades? Disons, je pense que dans mon dos, il rit bien, mais je crois qu'à part quelques exceptions, il m'aime bien. En tout cas, moi, j'aurai toujours l'honneur d'avoir servi avec eux. Très bien. Alors, monsieur le comte Fernand de Saint-Simon, vous avez écrit le dictionnaire de la noblesse française qui fait référence, et j'aimerais bien que vous nous éclairiez un petit peu. D'abord, quelle est la différence entre un noble et un aristocrate? Non, c'est-à-dire... Moi, j'ai fait ce dictionnaire pour la raison très simple, c'est que je trouve qu'on parle beaucoup de nous, on écrit beaucoup sur nous, et en fait, j'aime mieux que nous l'avions notre linge sale en famille. Bon, alors, j'ai trouvé que dire qui était là, qui n'était pas là, ou qui en faisait partie ou pas, parce que chez moi, ce qui a fait plus de bruit sont mes silences. C'est pas ce que j'ai écrit. Vous n'avez pas fait de délation sur ceux qui étaient sur les faux nobles. Vous n'avez pas fait de délation sur les faux nobles. Vous n'avez parlé que de la vraie noblesse. Oui, bien sûr. D'accord. Oui. Bon. Mais la raison pour laquelle le dictionnaire existe, c'est à cause de ça. Enfin, vous savez que toute la noblesse est morte à la bataille d'Azincourt. Elle s'est reproduite complètement. Ah, ben laissez parler monsieur Bernadi, il a le droit aussi. Enfin, voilà, c'est complètement une idée qui est complètement dépassée. Elle s'est reproduite par les valets de ferme. Ben voilà. C'est peut-être la raison pour laquelle tu es là. Vous ne pouvez pas dire le contraire, en tout cas. Mais entre nous, il est exact que la noblesse est mélangée. Bon, et alors? Bon, dites-moi, combien de vrais nobles en France, ou de vrais descendants de nobles actuellement? À peu près 3500. Alors, 0 d'un côté, 3500 de l'autre, les paris sont ouverts, d'accord? Vous ne m'avez pas dit la différence entre un noble et un aristocrate. Non, si vous voulez, il y avait, sous l'Ancien Régime, une différence. C'est que l'aristocratie était à Versailles
c'était les grandes familles, et la noblesse était sur ces terres, et elle vivait d'ailleurs très modestement, même si elle était fort ancienne. Bon, et si elle servait bien. Alors, vrai ou faux, c'est vrai que c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Alors nous, on a décidé de poser la question dans la rue, un document de Stéphane Simon. Vous allez jouer avec nous, regardez. Alors madame, vous lisez Point de vue Image du Monde. Est-ce que pour vous, le journaliste François de Closet, c'est un aristocrate? De Closet, oui. Journaliste de Closet. En est un. Automatiquement, vous dites journaliste de Closet. De Closet. Eh bien c'est faux, rien d'automatique dans la noblesse, la particule ne veut rien dire et François de Closet est issu d'une famille non noble de Champagne. Est-ce que le président Valéry Giscard d'Estaing est un aristocrate? Non. C'est un nom, c'est un nom acheté, je crois. Vrai, les Giscards sont d'une famille bourgeoise d'Auvergne qui depuis 1922 ont été autorisés à ajouter à leur nom celui de d'Estaing. Est-ce que Charlotte de Turckheim, la comique Charlotte de Turckheim, est une aristocrate? Oui, amusante, mais aristocrate quand même. 100% vrai, les de Turckheim sont d'une famille de vieilles souches aristocratiques. Est-ce qu'à votre avis, Antoine de Caunes, c'est un aristocrate? Moitié-moitié. C'est moitié-moitié, c'est-à-dire dans son aspect, oui. Peut-être dans son allure, oui. Peut-être dans sa manière de penser, non. Faux, l'aristocratie ne connaît pas de demi-mesure. Les de Caunes sont une famille d'ancienne bourgeoisie du Languedoc. Est-ce que le président Charles de Gaulle était un aristocrate? Non, mais de cœur, oui. Vrai, le général n'était pas noble, ses ancêtres étaient des marchands de Chalon-sur-Marne. Est-ce que pour vous, François-Henri de Virieu est un noble? Oui, un noblion. Vrai, mais plus qu'un noblion, le marquis François-Henri de Virieu est d'une très vieille famille de France dont l'origine remonte aux croisades. Le chanteur Philippe Laville est un aristocrate? Je sais pas du tout. À mon avis, il est assez... un peu. Si on voit un peu un Saint-Tropez et tout, il est un peu... Vrai, mais pour d'autres raisons, le chanteur Philippe Laville s'appelle de son vrai nom Philippe de Villa-Jagu. Alors... Jean Hedern, la question que tout le monde se pose, je crois que la France est suspendue à vos lèvres, on aimerait enfin savoir, est-ce que vous êtes un vrai ou un faux aristocrate? Est-ce que vous avez une ascendance? J'ai une ascendance, bon, ma famille est une famille de militaires, de généraux de père en fils, c'est presque héréditaire, moi je ne suis que général de l'armée des rêves, si je puis dire, et l'éducation, la naissance n'a pas tellement d'importance, mais ce qui est important c'est l'éducation. Vous pouvez avoir une éducation aristocratique qui, par les collèges, par l'enseignement des parents, par la transmission et la transcendance sur le plan religieux, vous transforme en aristocrate. Et c'est ce qui est arrivé, c'est-à-dire que dans certaines familles, l'armée par exemple, et c'est pas Saint-Simon qui me dira le contraire, l'armée, l'aristocratie et le clergé ont constitué pendant des siècles 3 corps constitués, complètement unis. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où le clergé a perdu l'essentiel de son pouvoir, où l'armée ne sert presque plus à rien, où il n'y a plus de bataille, et où l'aristocratie s'écroule au profit d'une aristocratie d'argent. Oui, mais alors donc, vous m'avez dit que vous étiez lord, excusez-moi, je ne veux pas trahir un secret. Oui, mais enfin ça, c'est assez confidentiel. Enfin, je veux dire, mon grand-père... Vous ne faites pas de confidence, non, pas du tout. Jean Mon Hedern. grand-père était général d'armée pendant la guerre de 14, et tous les généraux d'armée ont été nommés lord, et c'est comme ça. Mais enfin, je veux dire, le seul titre que j'ai véritable et que je me reconnais, c'est de m'appeler Jean Hedern. D'accord, donc vous ne vous revendiquez pas du tout, comme on a cru à... je sais pas, il y avait des bruits qui couraient, des déclarations, on avait l'impression que... Le château de famille est dans la famille depuis 200 ans, enfin, etc. Je veux dire ces choses-là. Mais enfin, bon, mais l'aristocratie, si vous voulez, c'est le courage, comme le dit l'employé. Ce sont les valeurs, d'accord. Ce sont les valeurs, et c'est aussi, dans une certaine manière, le don de soi, le goût du risque, une certaine honnêteté intellectuelle, c'est aller jusqu'au bout des choses. Attendez, on réagit. Alors, pourquoi honnêteté intellectuelle, Guy Konoptiki, je sais pas, allez-y. Toi qui triches aux courses, chaque fois. C'est pas des leçons que tu vas nous donner. Quoi? Quand j'entends parler comme ça d'honnêteté intellectuelle de la part de gens qui disent... Oh, écoute, tu peux rien dire, tu as travaillé à Globe. Alors, Hervé Desrozans.
rien dire. Le journal stipendié des socialistes où on que j'ai publié vous marchiez tous à la cocaïne. Non, ça c'est vrai. Bon, la question est pas là. Je t'ai publié tes 2 premiers livres, je te signale. Tu as mal tourné en plus. Je ne peux rien dire parce que j'ai publié aux éditions Allier, mais enfin, quand j'entends Jean Gardelier parler d'honnêteté intellectuelle comme une des valeurs qui serait la valeur aristocratique. C'est une vraie valeur. Non, et à la différence des autres, je ne me renie pas, je change d'erreur. Sauf qu'on ne peut pas la prêter comme ça. Sauf qu'on ne peut pas la prêter comme ça, l'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire, dans tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent, on se demande où elle est passée, l'honnêteté intellectuelle. Mais on y reviendra tout à l'heure. Moi, j'aimerais qu'on fasse la parole. Alors. Mon pauvre Guy, on va passer la parole. Mon pauvre Guy, par contre, je vous assure qu'on va vous donner la parole très vite. Je voudrais passer la parole à Madame la vicomtesse Pierre-Guillaume d'Herbès. Alors là, on parle de valeurs. Moi, j'aimerais savoir pour vous, je vois qu'apparemment vous avez des supporters. J'aimerais savoir pour vous quelles sont les valeurs. Est-ce que vous avez l'impression, lorsque vous voyez la grande aristocratie à la une des magazines, on ne va pas faire de pub, est-ce que vous avez l'impression que les valeurs sont toujours, je ne dirais pas dressées comme un étendard, mais... Je dirais qu'on est noble et on devient aristocrate. L'aristocratie, c'est uniquement une question de valeur. Alors, si on reprend votre définition, et si j'ai bien compris, on peut se demander effectivement si les grands aristocrates de ce monde sont toujours aristocrates. Certains disent que non. On va faire le point en images, un document de Géraldine Levasseur. Avant, l'aristocratie, c'était ça. Des cérémonies féeriques, des couronnements comme celui d'Élisabeth, des ambassadeurs venus du monde entier. C'était encore des mariages comme celui d'Élisabeth et du duc d'Édimbourg, des diadèmes, des traînes de 20 mètres de long. C'était aussi le mariage de Grace Kelly et du prince Régnier. Toutes les petites filles en ont rêvé. C'était du charme, de l'harmonie, de la classe, du faste. C'était des Rolls et du bonheur en or massif. C'était tout un peuple derrière ces princes. Les aristocrates, c'était encore une famille soudée et rayonnante de bonheur. Le mariage de Lady Di et du prince Charles, c'était un protocole impeccable qui a ravi les yeux du monde entier. Le prince Andrew et la duchesse d'York leur ont succédé. Et là encore, quel panache! Marguerite. Premier accro. On ne se marie plus pour l'éternité, mais pour divorcer 2 ans plus tard. Pendant ce temps-là, Stéphanie monte sur les podiums. Elle lance même sa collection de maillots de bain et pousse la chansonnette jusqu'à grimper au hit parade. En Angleterre, la couronne est ébranlée par un autre ouragan. Rien ne va plus entre Lady Di et Charles. La presse s'emballe et n'en finit pas de raconter les déboires du couple princier. Infidélité, scandale, coups de gueule et même des nudités. Fergie et Andrew craquent à leur tour et se séparent. La reine-mère se fâche et répudie la princesse. À Monaco, Albert oublie les unions princières et lorgne sur les top modèles. Enfin, on essaye quand même de sauver les apparences. C'est pas toujours facile quand Stéphanie n'en fait qu'à sa tête. D'ailleurs, elle finira par hisser Daniel sur le rocher. Aujourd'hui, il paraît que l'aristocratie, c'est ça. C'est un scandale. Dites-moi pourquoi. Comme un ouragan de Stéphanie de Monaco, ça vous donne pas envie de danser? Ah, bah non, alors pourquoi vous criez c'est un scandale? J'ai dit scandale quand j'ai vu Ducruet avec une couronne fermée. Vous connaissez cette histoire sur Stéphanie de Monaco. Alors, c'est son mari qui dit « J'ai vendu toute ma vie du poisson, je pouvais bien épouser une morue. » C'est élégant, c'est élégant. Je ne sais pas si c'est très aristocrate. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Coupé. Ira de Fürstenberg. Alors donc je vais revenir à votre livre, bah oui, parce que bon, le titre m'interpelle. Une princesse rebelle. Qu'est-ce que c'est une princesse rebelle? Vous étiez une pionnière de la libération, du mouvement de libération des princesses? Je pense que j'étais au début de toutes ces femmes qui se sont libérées, dont toutes ces princesses qu'on voit. J'étais sûrement la première. À 20 ans, j'ai divorcé, à 15, je me suis mariée, et à 24, j'ai fait du cinéma, ce qui était quand même à l'époque étrange. Puis vous avez fait très fort, parce que votre premier mari vous délaissait pour la chasse, c'est ce que, c'est ce que je pense, oui. Voilà, c'est ce que vous pensiez. Et puis un jour, alors vous étiez toute jeune, vous savez quel âge? 19 ans. 19 ans. Un jour, vraiment, vous en aviez marre, et vous lui avez dit la chose suivante, vous lui avez dit, si ce soir,
Tu n'es pas là, je ne sais pas si vous vous tutoyez, si vous voulez. Ah oui, tutoyer. D'accord. Oui. Vous décidez parler anglais, très moderne, je trouve. Vous lui avez dit, eh bien, si ce soir tu n'es pas là, je passe la nuit avec un autre homme. C'est vrai. Et vous l'avez fait. Ah, tout à fait. Mais c'est peut-être un scandale. Mouvement de libération des princesses. Alors, moi j'aimerais savoir si la vicomtesse Pierre-Guillaume d'Herbès, parce que on sait que vous avez aussi des déboires amoureux, est-ce que vous auriez eu un tel culot? Sûrement pas 4 ans après mon mariage, parce que j'y croyais, je me suis mariée par amour et j'aurais persisté pour qu'il vienne dans mon lit avec un peu plus de force. Même s'il était tout le temps à la chasse? Bah, j'aurais rejoint la chasse, j'ai chassé avec mon mari, puis on s'envoyait en l'air dans les fourrés. Vous pensez qu'une femme, toute aristo qu'elle est, doit aller jusqu'au bout de ses désirs? Est-ce que vous, par exemple, vous vivez comme ça? Je ne vais pas jusqu'au bout de mes désirs parce qu'il n'y aurait pas de limite. J'ai mes limites et j'ai mes désirs. Vous connaissez Vicomte... Attendez, je crois que ça veut réagir de l'autre côté, David Assouline. Non, les limites... non, il n'a pas envie de dépasser les limites, d'accord. Vicomte François-René de Bail, je ne vais pas donner tous vos titres à chaque fois parce que c'est un petit peu long. Je pense que vous connaissiez déjà la princesse Ira de Fürstenberg? Je viens d'avoir l'honneur de voir son Altesse. Est-ce que vous trouvez, vous, qui êtes très attaché aux valeurs, est-ce que vous trouvez que le comportement de madame, surtout pour l'époque, était scandaleux? Je ne me permettrai jamais d'émettre une opinion sur quelqu'un qui est en titre supérieur au mien. Ah bon? Carrément. Mais si vous dites... Oh, bon, on le pense, mais on n'en dit pas moins. Prince de Hénin de Brie, excusez-moi, je vais peut-être écorcher quelques noms ce soir, c'est difficile. Hein. Est-ce que les aristocrates doivent être garants d'une certaine moralité, selon vous? De la moralité, surtout pas, parce que ce serait en contradiction avec le passé. Par contre, je dirais qu'il y a quelques idées qu'on peut véhiculer, elles ont d'ailleurs déjà été énoncées ce soir. Il y a la courtoisie, un certain sens de l'honneur, etc. Mais lorsqu'on voit dans le passé la période de référence par excellence, puisqu'on parle d'aristocrates, donc il faut qu'on parle de l'Ancien Régime, lorsqu'on voit les XVIIe et XVIIIe siècles, je vais m'arrêter à cela, on s'aperçoit bien qu'à cette époque-là, la noblesse ne se soucie absolument pas de donner des leçons de morale, en tous les cas pas de morale intime. Et que, par contre, bien au contraire, elle donnait plutôt lieu à quelques frasques et à quelques aventures égrillardes. Vicomtesse Pierre-Guillaume d'Herbès, je suis un petit peu, là, je vous trouve très très libérée ce soir, parce que nous nous sommes déjà rencontrés, nous avons déjà conversé. Pas du tout, j'ai répondu à vos questions. Tout à fait, parce que je sais que vous militez, il y a certaines choses qui vous choquent un petit peu dans la libération des mœurs, vous m'en avez parlé. Qu'est-ce qui vous choque actuellement en tant qu'aristocrate dans tout ce que vous pouvez voir autour de vous? Je vous ai dit qu'il y avait une différence fondamentale entre l'aristocratie et la noblesse. Je suis né noble et j'ai, je pense, des idées aristocratiques, étant donné que je tiens avant tout à transmettre ce que j'ai reçu grâce à ma naissance, comme éducation, comme valeur morale, et ce sens profondément respectueux à l'égard de la religion. Donc ce sont des valeurs morales proches des lois d'évangile, donc. Comme on est catho, on a en plus le goût du péché, ce qui est une jouissance supplémentaire. Mais ce n'est pas interdit. Alors, bon, est-ce que l'argent est une valeur aristocratique? L'argent est une valeur aristocratique depuis la Révolution française. Autrefois, sous l'Ancien Régime, les aristocrates et les nobles ne se préoccupaient pas d'argent et n'essayaient pas de gagner de l'argent. Alors nous, on a voulu savoir ce qui l'emportait. Ça évitait les condamnations. Ils faisaient travailler les autres, ils n'ont jamais gagné d'argent. C'est eux qui ont... Vous nous avez pas répondu sur les valeurs. Les valeurs, c'est quoi vos valeurs? Moi, j'aimerais dire un mot là-dessus. La soumission au prince, c'est quoi vos valeurs? Les valeurs, je l'ai dit, on n'a pas les mêmes valeurs. David Assouline, s'il vous plaît. Sont fondamentales chez un aristocrate français. Moi, j'aimerais vous dire... Et la valeur de location de votre château, les valeurs religieuses sont fondamentales chez un aristocrate français. C'est autre chose. C'est autre chose. Ne mélangeons pas tous les problèmes, ni toutes les valeurs. David Assouline, on parle d'aristocratie française pour le moment, monsieur. David Assouline. De toute façon, sur les aristocrates qui ont fait la Révolution française, qui ont été les premiers, Lafayette, Mirabeau et tous les autres. Bon, David Assouline, je crois que vous allez laisser remplacer une. Allez-y. Oui, tout à l'heure, peut-être que j'oserais la voir. Mais bon,
Vous parlez de valeurs. C'est quoi les valeurs? La valeur fondamentale, c'est tout de même le respect de l'être humain. Le courage, c'est la valeur bravoure, fondamentale. l'honnêteté, Laissez-moi vous dire, le respect de l'être humain tout d'abord. Le fait de considérer déjà que des êtres humains sont différents, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure dans les petits interviews en disant ils sont différents puisqu'ils ce sont des aristos, ils se croient déjà à autre chose. Bien. Bon, il y a 2% et puis quand vous parlez de valeurs depuis 1000 ans, mais madame, le respect de l'être humain, quand 80% de la population vivait dans la misère, pendant qu'on faisait des orgies à Versailles. Oui, vous voulez intervenir. Les valeurs sont ce qui, en elles, les rend vivantes. Et ce sont d'abord les valeurs de l'enfance. À propos des valeurs. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, puis j'interviens à propos des valeurs. Oui, parlons de l'avenir. Vous avez fait référence. Vous avez un grand avenir, monsieur. Bon, alors attendez. Vous voulez pas qu'on parle du passé, vous voulez qu'on parle de l'avenir. Vous croyez que vraiment aujourd'hui, le monde, avec le niveau général de la culture qui augmente, avec les moyens d'information, avec des gens qui demandent de plus en plus à être responsables, à être citoyens, encore plus qu'ils ne le sont dans cette démocratie, vous pensez qu'ils ont envie de retourner à l'aristocratie? Vous pensez vraiment que c'est ça l'avenir? Si, certains d'entre vous, on en parlera tout à l'heure, certains d'entre vous rêvent effectivement d'un retour à la monarchie, peut-être pas vous, mais certains d'entre vous rêvent. En tout cas, on a voulu savoir, monsieur Assouline, on a voulu savoir ce qui l'emportait entre la morale et l'argent, puisque c'est souvent deux mots que l'on retrouve. Alors bien sûr, ce n'est pas, il ne faut pas généraliser, mais Éric Brunet, qui avez-vous été voir et comment ça s'est passé? Alors voilà, on a effectivement voulu mesurer la cupidité des aristocrates. Vous savez qu'on l'a dit tout au long de ce débat, que ces gens-là sont un petit peu, ou certains d'entre eux prétendent être effectivement les garants de la morale. Alors on a tout simplement voulu tester jusqu'à quel point ils étaient les garants de la morale. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a appelé à peu près une vingtaine de familles aristocratiques un peu partout en France, dans le Nord, dans le Sud. Des vrais? Des vrais, d'authentiques aristocrates certifiés par la bonne littérature de Monsieur de Saint-Simon. Et nous leur avons demandé s'ils étaient prêts à accepter que nous venions tourner un film érotique, pornographique dans leur propriété. Alors, je vais vous donner le résultat de ce travail que nous avons fait sur 20 familles aristocratiques que nous avons contactées. Eh bien, 7 ont accepté. Nous sommes allés en voir une dans le centre de la France, d'excellentes familles. Une grande famille? Une grande famille. Il s'agit d'un comte et d'une comtesse qui nous ont très gentiment reçus. Reportage. Bon, on regarde. Est-ce que je vous demande, tâchez d'être un peu discret? Est-ce que vous en êtes capable? Je ne tiens pas trop ce que ça se sache dans le pays. Non. La seule chose, précisez-moi bien les dates longtemps en avant, de façon que je n'ai pas de... que je ne reçois... Pensez que je vais pas recevoir avec des filles à poil, je vais pas recevoir des habits ici. Première chose, faire comprendre à Monsieur le Comte que la première scène du film est une séquence sadomasochiste où l'on suspend une jeune actrice à la cheminée du château. Est-ce qu'on peut attacher quelqu'un ici? Vous l'auriez attaché là-dedans? Ouais. Si vous voulez. Mais ça, il faut peut-être un peu... Il faudra... Non, là, c'est pas assez solide, ça. C'est sûr qu'il faudra le conforter. Ça date de quand, alors, vous me disiez? Ah, et Louis XVIIIe, c'est une chaise à porteur aux armoiries des Choiseul, du reste. Ouais. Elle est absolument à l'époque, elle est 18e. Il faut voir que dans une scène de fellation, si, pardonnez-moi, un château brutal, mais si l'homme est assis là, ça risque de tacher la chaise. Hein. Ah oui, ça, je veux pas que vous m'attachiez à l'intérieur. Ben voilà. Ça, ou alors il faut la protéger. À la fin, il y a ce qu'on appelle une partouze générale avec 6 couples, etc. Il faut que ce soit dans la même pièce. Ouais. Ah oui. Et utiliser les fauteuils et les canapés qui sont pas mis, qui sont bien, ils sont pas en bon état. Vous pouvez descendre ça, moi ça me gêne pas. Et quitte à enlever ces petits fauteuils-là. Bon, si on parlait un petit peu d'argent. Ouais. Ben, ce que je tiens, ça c'est la seule chose que je ferai. Je vais traiter d'avance. Hein. Ouais. Non, j'y tiens, je vous l'ai dit. Hein. Ah non, mais ça m'intéresse si c'est rentable. Ouais. Si ça vaut le coup. 75 000 francs pour 9 jours, c'est quand même une opération rentable pour vous. Ne l'écoutez pas trop, vous. Faites ce que vous voulez, mais ça ne regarde personne, en fait. Hein. Parce que tout le monde se foutra de ma gueule. Si ça, c'est ça. Tout le monde se foutra. J'ai beaucoup d'amis dans la région, on se foutra de ma gueule, ça, c'est sûr. Au moins... mais c'est pas très courageux. En fait,
Si on a décidé de faire ça, c'est qu'il est connu, qu'il y a beaucoup de films porno qui sont souvent tournés dans des cadres de châteaux. Je ne sais pas, ça doit correspondre à des fantasmes, et que ces châteaux souvent appartiennent à des grandes familles aristocrates. Donc c'était intéressant de voir si c'était facile, effectivement, de tourner. Là, j'aimerais justement m'adresser à Monsieur Pierre Céléron. Excusez-moi, monsieur, de faire cette transition. Vous organisez des cérémonies très importantes, telles que des mariages princiers. Je voudrais savoir si on vous a déjà demandé d'organiser de tels tournages, de faire rencontrer des producteurs et des... Non, pas jamais encore. Jamais, mais vous saviez que ça existait, vous savez que ça se fait, ça. Vicomte François-René de Bail, ça vous choque, vous, ou pas du tout? Je répondrai, je crois que c'est Mirabeau qui disait « Il est facile de descendre quand on pense qu'on remontera très vite ». Qu'est-ce que vous dites, Guy Kalaptiki? Non, je dis que Mirabeau et les gens de son époque pouvaient parler de ce genre de choses, ne gênez pas. Donc... Enfin, écoutez, le plus grand écrivain du XVIIIe siècle, Marguerite de Sade, en personne, était un grand aristo. Bon, faut pas oublier ça. Donc en fait, le grand libertinage est tout à fait évidemment, c'est une qualité aristocratique. Non, mais ce qui est plus choquant, c'est le double langage de certains qui éventuellement sont ici et qui peuvent d'un côté appartenir à un mouvement politique qui explique qu'il ne faut pas populariser le préservatif auprès des jeunes et qui de l'autre côté vont louer leur château à des tournages avec Tabata Cash. Ça gêne quelqu'un aussi? Je demande la parole. Christine de Villiers, moi je demande la parole. Je réponds tout de suite à monsieur. Monsieur, j'ai gagné 30 000 francs de dommages et intérêts parce que deux de vos amis m'ont envoyé ça pour essayer de me descendre parce que je suis une élue du Front National, catholique tradie et fière de l'être. Et vous louez vos châteaux partout. Les valeurs, elles sont là alors. Voilà les valeurs. Oui. Et la location était de combien? Les valeurs, elles sont là alors. Beaucoup moins. Entre les frais d'avocat. Et j'ai eu le dessus parce que je n'aime pas les gens. Vous avez eu le dessus à quel moment de la soirée? De quoi? Et ceux qui viennent violenter celles qui sont pour l'avortement. Soyez clair, on peut peut-être envoyer un morceau d'extrait, un tout petit morceau. De brèche chez moi. Je ne vous ai... Je suis un béton devant votre provocation. Mais oui, vous auriez pu choisir un... Voilà, attendez, soyons clairs, Madame Derbeck, que vous est-il arrivé exactement? C'est-à-dire que vous avez loué votre château? Non, madame, je n'ai pas loué mon château. On est venu me demander, alors que j'étais avec mes deux plus jeunes enfants de 2-3 ans à cette époque et 6 ans, si je voulais louer pour faire un film vidéo, une parodie des Visiteurs, ma demeure pendant 2 jours. Et j'ai dit... parodie des Visiteurs, mes petits gamins là, c'était tellement drôle, ils connaissent toutes les répliques. J'ai dit oui, bien sûr. Et le jour du tournage, j'étais un jour à la région, le deuxième jour chez mes avocats, donc je n'étais pas là. C'est un mensonge, un montage. Et d'ailleurs, la justice française, qui est encore une institution que je respecte, vous a tous rétamé. Vous la connaissez? Attendez. Tous rétamés. Et j'ai des dommages à parler de la justice? Oui. Vous voulez vraiment parler de la justice? Vous voulez qu'on sorte quelques listes? Absolument. Allons. Non, attendez, Madame Derbeck, vous pouvez quand même difficilement dire que vous ne saviez pas ce qui se passait dans votre château. Non, madame, je ne le savais pas, puisque j'ai gagné 30 000 francs de dommages et intérêts. Et j'avais demandé 1 million de dommages et intérêts. On m'a dit, je voudrais dans bien les pays dire... anglo-saxons, vous les auriez eu. En France, c'est le maximum. Je voudrais bien dire que Madame Derbès n'avait en aucune manière accepté ce genre de choses. Non, bon, enfin, et de le dire et de prétendre qu'elle attendez, elle a fait cette location consciente, c'est une infamie. Bon, vous êtes le père de madame. On parlera des condamnations pour escroquerie après. Attendez, c'est pas notre sujet, on ne fait pas un débat sur la pornographie, on fait un débat sur l'aristocratie. Voilà. Oui, alors sur la... En tout cas, c'est vrai que c'est un peu surprenant. Moi, je suis tombée sur la cassette des Visiteuses et c'est revisité, donc, si on peut dire. Vous avez reconnu ma demeure, madame? Ah bah écoutez, c'est le château, effectivement, de madame qui est là. Non, les photos, il n'y a pas une photo, il n'y a pas une prise de vue où l'on puisse reconnaître ma demeure. Sur la... Christine, pour en revenir à l'aristocratie, outre le fait qu'au moins il y a un juste retour de l'histoire, et ça se voit bien ici, vous êtes enfin devenus des bouffons, là pas du roi mais de la République, il y a... Attendez, s'il vous plaît,
C'est à peu près ça. Le fond du débat, finalement, outre le fait qu'on rigole, c'est les valeurs. J'y reviens. Et ce que vous avez manifesté comme appartenance tout à l'heure montre bien quelles sont vos valeurs. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est ce qui a fait la France, monsieur. C'est que à partir de... Non, c'est ce qu'il a trahi à toutes les époques. C'est ce qu'il a détruit. C'est faux. C'est ce qu'a fait la France, monsieur, avec les valeurs du sang versé pour Vous construire savez, la France. madame... Oui, du sang impur aussi. Du sang impur aussi dans les tranchées. C'est clownesque ce que vous dites, madame. Pardon, puisqu'on parle de sang versé, je suis désolé, mais puisqu'on parle de sang versé... Restons un petit peu pour le moment dans les valeurs. On parlera de politique ensuite. S'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Dire, madame, qu'il y a des hommes, des femmes, et notamment ces gens que vous condamnez, que vous traînez dans la boue, qui s'appellent les immigrés, que votre parti... Eh bien, ces hommes et ces femmes, ils ont versé leur sang pour une certaine idée de la France. Ne l'oubliez pas, madame. On va faire ce débat tout à l'heure. On va d'abord parler des valeurs morales, on va parler de l'éducation, on enchaînera sur un débat politique. C'est faux historiquement. Ça c'est fini, Les s'il vous valeurs. plaît. Je suis pour le Front National, mais arrêtez votre... Bon, Christine de Villiers, s'il vous plaît, Christine de Villiers. On va revenir. Attendez. Bon, vous avez parlé de politesse, vous avez parlé de bienséance. J'aimerais bien qu'on retrouve ça sur ce plateau. D'accord? Bon, alors, on est clair maintenant. Christine de Villiers, vous êtes l'épouse de Gérard de Villiers, d'ailleurs, qui est parmi nous. Vous êtes, qui est issu de la noblesse d'épée, qui est auteur de SAS, comme chacun sait, et vous recevez à votre table toute l'aristocratie. Alors moi, je voudrais savoir... D'abord, je suis un petit peu choquée d'entendre tous ces hommes se jeter à la tête de madame. Ça, c'est une chose. On peut dire les mêmes choses en étant très courtois, c'est tout. Moi, j'essaye d'être courtois, mais derrière, c'est les plus mal polis, ils n'arrêtent pas de crier, il faut crier. David, Christine de Villiers, madame défend des valeurs morales chrétiennes de son côté. Vous, de votre côté, vous recevez l'aristocratie à votre table, alors que SAS, c'est quand même le sexe qui mène dans le fait. Donc, comment ça se passe? Je veux dire, les aristos acceptent quand même de venir, Gérard de Villiers est là. Tout à fait. Je veux dire, le sexe qui mène dans le fric, c'est un peu incompatible avec les valeurs de madame Derbès, vous êtes d'accord? Qu'est-ce que c'est le sexe qui baigne dans le fric? Bah, je sais pas, moi, SAS, j'en ai lu quelques extraits. Merci pour la publicité. Bah oui, attendez, tout le monde sait que Gérard de Villiers crée SAS quand même. Vous ne croyez pas que c'est un petit peu réducteur comme définition? Non, mais vous êtes d'accord quand même que dans SAS, le sexe a une grande importance, et l'argent aussi. Je vois que vous les lisez avec attention et que certains passages vous intéressent plus que d'autres. Attendez, ne me dites pas que vous vendez pas là-dessus. Regarde, attendez. Mais il n'y a pas que ça. De SAS. Si vous cessez de sauter les pages, oui. Vous écouterez qu'il y a également une histoire, qu'il y a également un héros, qu'il y a effectivement du sexe, comme il y en a plein la vie, il y en a partout. Je sais pas, moi je me tourne vers un spécialiste de la littérature. Moi j'avais quand même l'impression, mais je suis peut-être extrêmement naïve, quand je vois une couverture d'SAS, j'ai quand même l'impression qu'il y a une connotation sexuelle assez importante. De toute façon, il y a toute une littérature libertine. Oui, tout à fait, mais j'ai rien contre, moi. Etc. Toute la grande littérature érotique est faite par les aristocrates. Non, on va quand même pas comparer ça à SAS. Ah non, mais SAS, attention, c'est de la littérature populaire, mais c'est extraordinairement bien foutu. Ça, je tiens à lui rendre hommage. Ah bah vous voyez, vous n'êtes pas du tout rien ce soir. L'histoire est très passionnante. Prétention littéraire, mais moi j'aime bien le lire. Non. Mais oui, qu'est-ce que c'est ce snobisme middle class? Il faut quand même dire... Snobisme, vous savez ce que ça veut dire? Sine nobilitate, sans noblesse. D'accord. Enfin, il faut quand même dire que la littérature policière a produit de meilleurs romans que ceux de M. de Villiers. Et que je ne suis pas ici pour défendre Gérard de Villiers. Mais après ça, il écrit ce qu'il veut. C'est un excellent fabricant de livres que vous devez arrêtez la conscience de la gauche, arrêtez. Attendez, on va revenir à monsieur. Vous faites du terrorisme intellectuel depuis 40 ans. Attendez, personne ne parle de terrorisme intellectuel. On a le droit de dire qu'il y a une petite connotation sexuelle dans etc. C'est pas méchant. Alors, monsieur Fernand. Alors c'est quoi San Antonio? Puisque San Antonio est votre héros, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du titre de San Antonio? Turlute gratis les jours fériés. Non mais attendez, c'est quoi ça? Au moins il y a un peu de création littéraire et d'invention de langage chez Frédéric Dard. Écoutez, venant d'un analphabète, taisez-vous. Monsieur Fernand de Saint-Simon, plus sérieusement si on peut dire, pour vous, quelle est la part de culture qui a été apportée par les aristos?
Parce que là, on parle de l'œuvre d'un aristocrate. L'énorme avantage qu'avaient les aristocrates sur les autres sous l'Ancien Régime, c'est qu'ils étaient éduqués. Alors que, l'école publique n'est venue qu'avec Jules Ferry, et qu'auparavant, il était évident qu'il était plus facile pour un aristocrate d'écrire, encore que les La Rochefoucauld et autres n'ont pas publié sous leur nom. Madame de Lafayette non plus, n'est-ce pas? Mais ils ont favorisé, selon vous, la création au travers des siècles. Vous pensez qu'ils auraient été les détonateurs? Karl Marx, dans les manifestes du communisme, explique que l'aristocratie se survivra pendant des siècles grâce à sa littérature. Et toute la littérature est aristocratique, c'est simple. Hervé Desrozas, vous êtes artiste peintre. Moi, j'aimerais que vous exprimiez. Alors, déjà, je voudrais dire que je trouve ça effarant, un peu effarant, parce que d'une part, il y a les aristocrates amusants, etc., avec leurs femmes freluches et tout ça, et d'autre côté, il y a des personnes assez dangereuses, pour moi. Deuxièmement, si je peux parler franchement, moi j'ai l'impression que mes ancêtres n'ont pas fait leur travail entièrement, puisqu'il y en a qui ont encore des châteaux, etc., qui devraient appartenir au peuple, je veux dire. Je vois pas pourquoi des types qui ont été sous les impôts. Oh, hé, pas déconner. En plus, c'est payé pour les châteaux. Moi, mes ancêtres ont brûlé le château pour l'occuper. On a brûlé le château pour l'occuper, on a comment entretenir Écoutez, on peut s'amuser. Le rêve de tout le monde, c'est de devenir aristocrate. J'avais l'air, je veux dire. Bon, monsieur Desrozas, il n'a pas parlé encore. L'aristocratie se reproduit partout, dans les Lions Club, dans les Rotary, etc. C'est des mécanismes. On peut s'amuser avec ça. Moi, je suis d'accord de m'amuser, tout ça. Les artistes sont les aristocrates, etc. Tu sais que je t'aime bien et tout ça. Moi aussi. Mais enfin, il y a des choses qui sont graves. Moi, j'étais venu ici un peu pour rigoler, mais franchement, le débat me fait pas rire du tout. Mais ça me fait pas rire du tout, quoi. Parce que quand je pense que pendant des centaines d'années, donc mes ancêtres, des prolos, des paysans, etc., ont travaillé pour ces gens, pour qu'ils se fassent des châteaux somptueux, qui s'organisent. Quoi, Hénon? Non. Ah, Hénon, c'est incroyable, Hénon. Et si? Et je pense que malheureusement, les têtes ne sont pas assez tombées, que mes ancêtres n'ont pas bien fait leur travail. Oui, à ça. Je veux terminer. On en viendrait presque à pleurer sur quelques aristocrates qui se sont fait décapiter, alors qu'on ne pense pas aux milliers de gens qui sont morts de faim, de mauvais traitements, dans la Bastille, à la Bastille, etc. C'est terrible qu'on n'ait pas laissé à ça. Pensez à ça. Attendez. Pensez à ça. Hervé Desrozas, on va pas faire l'éloge de la guillotine sur ce plateau. Vous êtes d'accord? Je rejoins monsieur. On aimerait savoir qui sont ces gens derrière. Est-ce que c'est les mêmes qui je suis tout à fait pour la guillotine. Rosa. Attendez, mais parlez pas tous en même temps. Je suis tout à fait pour la guillotine parce qu'on est passé à l'exécution sommaire aujourd'hui. Vous avez vu cet arabe dans le Vercors? On fait un débat sur l'aristocratie. Ça a été la guillotine était hygiénique. Attendez, là encore, tout le monde avance masqué. Vous avez vu Human Bomb, vous avez vu tout ça. De la monarchie, de la République. C'est pas pareil. Vous avez tué le roi. Je vais vous dire une chose. Ici, là, aristocrate, c'est vous qui êtes pour la peine de mort aujourd'hui. Et la faire marcher. Attendez, monsieur. Dans ce pays, qui a aboli la peine de mort dans ce pays? Parlez pour les autres. Monsieur, ce ne sont pas les aristocrates qui ont parlé de la guillotine. C'est monsieur. Ah, c'est monsieur. Et écoutez, franchement, moi je parlais. Oh, oui. On peut parler public, là. Parce que si c'est le même public à De Chavannes, il va falloir appeler les gardes du corps pour sortir le parking. C'est pas le même, on a fait gaffe. Mais monsieur, il y a les aristocrates qui sont contre la peine de mort. Ça existe. C'est pas les pratiques de la maison ici, mais il ne faudrait pas non plus que ça dégénère. Moi, il y a 300 ans. Chacun parle derrière, d'accord? Je finis. Et le martyr, ça ensemence l'avenir. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire l'éloge de la guillotine ce soir, que ça soit à droite, à gauche, à droite, peu importe. Il y a des choses où on peut rêver. Ce n'est pas le souvenir de la guillotine qu'il ne supporte pas, c'est celui de la nuit du 4 août et de l'abolition des privilèges qui fut le génie du peuple français. J'avais autant Louise Michel que Charlotte Corday. Mon ami, vous connaissez le nombre de grandes familles qui ont participé au scrutin favorable à la suppression des privilèges. Absolument. Il y en a eu beaucoup. Mais oui, c'est exact. C'est ce que j'aimerais qu'on souligne ce soir. J'aimerais qu'on n'entre pas dans une vision parfaitement simpliste, aristo égale rétrograde grotesque. Je m'excuse, mais la vision simpliste, c'est vous qui l'avez. Vous avez parlé de valeurs tout à l'heure. Les valeurs, ça se transmet comment? Entre autres par l'éducation. Alors moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de l'éducation. Oui, Boris.
je suis pas un aristocrate. Hein. Moi, je rigole parce que je regarde ces gens que je ne fréquente pas. Et je me rends compte que la première des choses, c'est que ces aristocrates, en fait, sont des gens qui parlent des lois de la bienséance, du savoir se bien tenir, mais que, pour parler, il faut hurler. Ouais. Si on ne parle pas, on ne peut pas. Donc, c'est pas un reproche. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces gens-là, en fait, sont comme les autres. Comme tous les gens qui peuplent la France. Merci, la seule différence, c'est qu'ils ont... La seule différence, c'est que ils se réunissent entre eux et qu'ils ont des châteaux. Qui n'ont pas acheté. Pas du tout, j'habite dans des chambres de bonne. Qui n'ont pas acheté. Attendez, expliquez-vous. Non mais, même si tu te mets debout pour parler, si tu veux. Vous voulez que je vienne avec une perruque poudrée? Je vais essayer, moi, de... Je suis désolé, hein. J'ai pas l'habitude, je suis très drôle comme type, mais j'ai pas l'habitude de hurler comme ça, ou alors vraiment je me mets à crier. Et c'est pour autre chose. Non, c'est pas... Non, c'est pas... Je suis pas en train de menacer les gens, je dis qu'à d'autres moments, je me mets à crier. Et je trouve ça vachement intéressant, parce que la différence qu'il y a entre ces gens et puis moi, bah, c'est qu'il y en a qui ont des châteaux qu'ils n'ont pas achetés. Le reste, ils l'ont acheté, comme moi. C'est-à-dire qu'ils ont bossé pour le faire. Et ce sont des gens qui viennent et qui nous mettent sous le nez, ce que nous avons fait tous ensemble et que eux ont réussi à obtenir simplement parce qu'ils avaient des titres. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est le langage des gens. De voir que pendant que nous sommes avec les aristocrates, ils discutent entre eux, ils se mettent à crier, il y en a un qui se lève. Ce sont des choses complètement que je trouve démentielles et délirantes pour des gens qui se voudraient différents et qui parlent justement des lois de la bienséance et du savoir se bien tenir. Parce que pour moi, ça passe par ça. Madame, que quand un homme parle posément, d'ailleurs, d'une façon que j'apprécie, eh bien, on l'écoute. Et il n'a pas éructé, et du même coup, eh bien, on l'a écouté avec intérêt. Eh bien, nous ne sommes pas de son avis. Pour ma part, je ne suis pas de son avis. Je crois qu'il se trompe, mais il n'en reste pas moins qu'on l'a écouté avec considération. Mais de toute façon, moi, j'ai pas pu rien expliquer. Ce que je dis là, j'en aurais terminé. Ce que je dis là n'est appuyé que sur ce que j'ai vécu là à l'instant. Hein. J'aimerais qu'on revienne un petit peu. Bon, on commençait à parler des valeurs et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui revient souvent dans la bouche des aristocrates. Mais bien sûr, M. Dalmas, je vais bientôt vous donner la parole. Bon, les valeurs, ça se transmet par l'éducation. Moi, j'aimerais savoir un petit peu justement quelle est la différence entre une éducation chez les aristocrates et une éducation classique. Par exemple, Madame la Vicomtesse, vous avez 8 enfants. Bon, et en même temps, vous travaillez, vous êtes engagé politiquement. Quelle éducation vous avez choisi pour en transmettre vos valeurs à vos enfants? Eh bien, j'ai 8 enfants, l'aîné a 26 ans, le dernier a 4 ans, et je n'ai jamais changé dans ma façon de prendre un enfant du berceau aux études secondaires et après tertiaires. Je les mets d'abord à l'école communale du village, où il se confronte avec les petits copains de son école. Il va dans les goûters d'anniversaire des petits copains, les petits paysans, il chasse, il rabat. Ils vont pas dans les écoles privées. Absolument pas. Ils sont chez les petits copains du village jusqu'à la 7e, pardon, 7e, c'est CM2. Et ensuite, ces enfants vont dans des écoles religieuses. C'est le plus terrible, c'est là où ça va mal. Ils sont dans des écoles religieuses, les écoles d'ailleurs, et je souligne ici ce soir l'effort surhumain qu'a fait toute la fraternité Saint-Pierre et Saint-Pédis pour construire à travers toute la France des milliers d'écoles religieuses qui transmettent à nos enfants les valeurs ancestrales de notre civilisation, de notre religion et de notre nation. Mais vous n'avez pas peur, excusez-moi, vous n'avez pas peur quand même de les déconnecter un peu de la réalité? Je sais pas, moi, je suis très terre à terre, hein. Bon, je vois un peu ce qui se passe très bien dans autour de leur nous. peau, alors croyez-moi, ils savent danser, le rock, ils écoutent les radios, la Skyrock ou je ne sais quoi. Les filles et garçons, ils savent tout, mais simplement... Mais vous les informez sur les dangers qui courent? Je sais pas, vous avez un fils, vous l'informez sur le préservatif, etc. Mais bien sûr. Il sait ce que c'est, j'ai vu des petits, moi, faire des ballons. Non, mais c'est bien. Mais je vous trouve très libéral ce soir parce que l'autre fois, dans notre bureau, vous m'avez prétendu... Mais j'ai pas ça, c'est-à-dire que mon fils de 15 ans sait très bien que pour ses valeurs morales, il n'ira pas rouler dans la paille la copine qui a de jolis yeux, je gère un caravaning, donc c'est très facile pour les enfants, hein, ils sont copains.
il n'ira pas la rouler dans la paille parce qu'il a des valeurs morales et religieuses qui lui interdisent de le faire. Le jour où il le fera, il prendra ses responsabilités. Donc cet enfant, il la séduira, il se fiancera, il la demandera en mariage, ça marchera, je l'espère. Après le mariage. Ce sont nos valeurs chrétiennes, madame. Christine de Vivier, là on parle de valeurs chrétiennes, vous avez une petite fille de 11 ans. Où va-t-elle à l'école et pourquoi 13 ans. De 13 ans. Où va-t-elle à l'école? Elle va dans une école publique, oui, qui est un pensionnat, qui s'appelle la Légion d'honneur, où j'étais élève. Et elle n'est pas une aristocrate, je ne suis pas une aristocrate, je le précise. Et elle vit normalement... Mais elle a toujours été à la Légion d'honneur ou vous l'avez... Ça commence en 6e, elle est entrée en 6e, oui. Et pourquoi ce choix précisément? Il y a des valeurs particulières par rapport à d'autres écoles plus aristocratiques? Parce que j'habite un quartier dans lequel les écoles ne me plaisaient pas, c'est mon choix, c'est ma... Vous habitez quel quartier? J'habite dans le 16e. Et bah oui. Je croyais le 20e. Je sais pas pourquoi je le dis. Est-ce que vous envisagez que plus tard votre fille fréquente les rallyes par exemple? Elle est dans un rallye. Elle est dans un rallye à 13 ans? Oui, dans un rallye. Elle n'est pas que dans un rallye. Elle n'est pas que dans un rallye. Elle n'est pas. Non. Bon, David Assouline, vous êtes professeur d'histoire. Bon, c'est vrai que on voit qu'il y a un certain type d'éducation. Apparemment, il y a des valeurs chrétiennes. Comment? Il vit d'ailleurs davantage dans le passé que nous. Pas sûr. Mais si, il fait référence en permanence au passé, alors que nous, on a plutôt tendance à parler. On est obligé. Avec vous, on est obligé. On s'excuse, on est obligé de parler. Il faut savoir d'où on vient pour savoir qui on est, pour mieux savoir où on va. C'est vrai. C'est terrible. De ça. C'est les fondements de la psychanalyse. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de psychanalyse, je vais me tourner vers Artus de Penguerd. Je dis ça parce que vous venez. Pardon? Vous vous tourniez pas vers moi au moment où... C'est la République. Non, parce que je parle de psychanalyse parce qu'Artus de Penguerd vient de faire un spectacle au Splendide où il parle pas mal de psychanalyse. Alors vous êtes un aristo, un vrai. Vous voyez même votre... Pardon? Je sais pas si je suis un vrai, parce que là j'ai... Non, mais par rapport... Il y a des censeurs. Par rapport aux références absolues qui sont les bottins diverses, puisque vous m'avez même dit que vous avez longtemps vous voyez votre frère, hein, je veux dire, on se voyait entre frères et sœurs, et pourtant vous m'avez dit